Nous allons donc écouter Rudy Rigaudi pour l'intitulé de son intervention « Aller-retour Instagram entre paysage et identité ». Rudy Rigaudi est artiste agrégé en arts plastiques et il enseigne au département communication hypermédia de l'université de Savoie. Ses recherches portent sur les relations entre images, paysage et appareillage du regard, et dans votre pratique, vous explorez des dispositifs interactifs multi-supports pour créer des paysages fictifs et pour interroger les rapports entre le point de vue et les espaces de l'image. Merci, bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez voir à l'écran, le défi et la contrainte que je me donne cet après-midi, c'est de vous parler de visage sans qu'il n'y en ait aucun dans mes images. Mais ça ne va pas m'empêcher, j'espère, de vous montrer qu'un réseau de paysages mis en scène sur Instagram est un moyen, si vous voulez, de constituer un récit autobiographique et de se rapprocher, malgré tout, de la question du visage, dans la mesure où je vais l'envisager comme une interface de vision. Du coup, je vais particulièrement essayer d'axer mon travail sur ce point-là. Et pour atteindre cet objectif, je vais d'abord vous parler de voyance. Alors, au sens de Maurice Merleau-Ponty, qui l'a défini comme une faculté de l'image à rendre présent ce qui est absent par des indices corporels qui disent plus qu'ils ne signifient. Cela nous conduira à comprendre pourquoi mes paysages photographiques sont pour moi des images autobiographiques et autofiguratives. Dans un deuxième temps, je vous parlerai de mon mur Instagram, qui, vous le voyez, défile en aller-retour sur la gauche de l'écran, pour vous montrer qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de fabriquer une œuvre sur ce mur qui est destinée à créer des relations dynamiques entre mes paysages et entre l'espace du mur Instagram, et notamment sa structure. Évidemment, qu'on verra, enfin j'espère réussir à vous le montrer, que tout ça constitue bien quelque chose de l'ordre de l'autobiographie, de récit de soi. Alors, avant de démarrer, je voudrais m'arrêter quelques instants sur l'intitulé de cet après-midi, qui est « Transfert double et mise à distance ». La notion de transfert induit un déplacement, une projection, le passage d'un support à un autre, d'une position à une autre ou d'un état à un autre. Le pluriel indique qu'il existe une diversité des modes de transmission, sans pour autant situer leur niveau de complexité. Les éléments double et mise à distance contextualisent l'approche des modes de transfert. Un double, ça peut être une copie, la répétition d'un original, ou une quantité multipliée par deux. Mettre à distance, c'est prendre du recul, s'éloigner physiquement ou mentalement d'une situation ou de personne. Mais dans le cadre d'une réflexion sur les formes du portrait, cet intitulé induit des questions liées à l'identité. En effet, il est admis qu'un individu projette des intentions à autrui ou se projette dans l'autre, ou à la place de l'autre, pour définir ou redéfinir son point de vue et son identité. Un double, ça peut être quelqu'un qui me ressemble, ça peut être un alter ego, ou tout comme je peux être moi-même habité de dualité. Alors nous le voyons, c'est en fonction d'une perception particulière, d'un point de vue conscient ou inconscient, que nous appréhendons avec plus ou moins de distance, avec plus ou moins de clarté, notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Et dans ce contexte, les images sont précieuses pour donner du sens à l'identité et à la posture d'un individu dans son rapport à soi-même et aux autres. Je vais m'appuyer sur le début de ma présentation sur Merleau-Ponty. Il explique qu'une image n'excite pas toujours notre pensée à retrouver la forme vraie des choses, mais qu'au contraire, elle renvoie à notre propre point de vue. Serait-ce donc à dire qu'une image posséderait un pouvoir réfléchissant ? Si tel est le cas, nous pourrions admettre qu'en me projetant vers ce qui est figuré à la surface de l'image par mon regard, eh bien c'est comme si j'avais la faculté dans le même temps de voir ce qu'elle me montre et de prendre conscience que je suis moi-même en train de regarder. C'est évident, je ne me vois pas littéralement dans l'image. Ce n'est pas un miroir optique, c'est un miroir symbolique. Et en me projetant dedans ou à travers l'image,
Je transfère mon attention à l'extérieur de moi-même. Elle reçoit la charge de ma présence et de ma rencontre avec elle. De son côté, elle m'envoie ce qu'elle contient de visible, tout en me renvoyant à l'acte que je suis en train de faire, c'est-à-dire regarder. Par son intermédiaire, je me connecte ou me reconnecte à mon corps et à mon esprit, et surtout à la dynamique de ce qui m'entoure dans l'instant de l'expérience. La double dimension de mon identité, le moi et le je, s'active et redevient consciente. Le regard et la vision me permettent ainsi de me laisser transporter sensiblement dans le visible figuré dans l'image et de prendre la mesure de ce que Didier Huberman appelle la voluminosité, qui me sépare non seulement de la figuration, mais également de la matérialité de l'image elle-même. On va considérer qu'un échange est généré dans une relation circulaire, dans une espèce d'aller-retour. Comme ma collègue ce matin, je suis très enrhumé, j'espère que ça ne va pas trop me gêner, excusez-moi. Ces premiers éléments de réflexion nous permettent d'amorcer l'idée qu'il se passe quelque chose d'ordre phénoménologique lorsque je regarde le monde à travers une image et par extension à travers une interface de vision. Alors j'ai pris un peu un contre-pied sur la thématique du portrait, mais l'idée c'est que j'ai envie de vous montrer que l'œil, mon œil de photographe, mon visage et l'appareil que j'utilise sont autant de points de contact entre moi-même, les autres et le monde. Alors, je profite de cette petite analyse de l'intitulé cet après-midi pour remercier Vincent Siciliato et le comité d'organisation de ce colloque, non seulement pour l'invitation et le fait d'avoir accepté ma proposition, mais finalement, surtout, pour ne pas m'avoir placé dans la thématique de l'identité disséminée qui était prévue demain. Je vous remercie pour ça et je me permets cette remarque, non pas parce que ça ne m'intéresse pas de parler de dissémination, mais parce que nous allons le voir, l'inclusion d'images dans un espace de la web intimité s'articule particulièrement aux questions liant transfert et identité. En effet, un compte sur les réseaux sociaux, c'est un espace de projection de soi. C'est un miroir en quelque sorte. Et ce miroir, ou cet espace de projection de soi, on va l'alimenter, on va l'entretenir pour se voir exister soi-même et aux yeux des autres. Bien sûr, je pense qu'on est en grand nombre aujourd'hui à avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Il reste à savoir une chose principale, c'est quelle image on construit et on donne de soi aux autres à travers les réseaux. En ce qui me concerne, c'est à travers la mise en scène de paysages photographiques que je me raconte sur Instagram. Alors pour comprendre en quoi un paysage photographique est pour moi un autoportrait, je voudrais qu'on commence par lire la citation qui est à l'écran de Robert Frank. Robert Delpire, qu'on appelle un montreur d'images, qui est malheureusement décédé au moment où j'écrivais ces lignes, explique que toutes les images de Robert Frank sont des autoportraits. Il explique que dans son regard, la photographie n'est plus une vitre entre le réel et nous, mais un miroir. Derrière ce miroir, il y a Robert Frank qui se confronte au réel et qui exprime dans ses instantanés un sentiment tout simple, c'est celui d'être au monde. En affirmant « je suis vivant », lorsqu'on lui demande pourquoi il fait toutes ces images, il montre que ces images sont révélatrices d'une présence, d'un être là et rien d'autre. Bien que chacune d'elles représente quelque chose de particulier qu'il a vu, elles sont finalement pour lui toujours la même, c'est-à-dire la trace d'un regard à l'extérieur de l'intérieur et inversement de l'extérieur à l'intérieur. Ça correspond à l'idée de Merleau-Ponty qui explique qu'un artiste doit être transpercé par l'univers et non vouloir le transpercer. Dans une relation d'échange et d'imprégnation, l'œil de l'artiste voit le monde et ce qui manque au monde pour être une photographie, et ce qui manque à la photographie pour être elle-même. Elle restitue sa disponibilité à ce qui lui fait face et qui l'englobe, tout en le renvoyant à lui-même et à sa relation avec l'appareil qu'il a fait être. Dernièrement, j'ai découvert Wilhelm Flusser, j'adore sa pensée. Il explique que l'image photographique rend visible le programme du geste photographique qui a lieu dans l'espace-temps de l'acte de regarder. Au cœur d'un jeu qui relève d'une esthétique de la spontanéité, le photographe et son appareil se confondent et respirent ensemble au rythme du monde. Et alors, c'est quelque chose qui me
sur lequel j'ai porté mon attention, c'est cette idée d'analyser ce qui se passe pendant l'acte photographique. Et pour essayer de comprendre un petit peu ce mode opératoire, je vous propose de regarder ce schéma. L'idée, c'est que, bien qu'elle se passe dans le mouvement, j'ai essayé de fixer, de transposer sous forme schématique l'expérience de l'acte photographique. Alors ce schéma, il faut le regarder vu de dessus. Je suis le cercle noir au centre du carré, l'opérateur. Le cône en pointillé qui s'étend jusqu'au contour du cercle représente mon champ de vision. L'arc de cercle qui clôt cet angle de vue correspond à la limite maximum de ma perception de l'espace, c'est-à-dire l'horizon. L'horizon, c'est une frontière mouvante qui sépare la Terre et le ciel et qui matérialise une limite qui est définie par la position spatiale de mon point de vue et par les variations atmosphériques auxquelles il est soumis. Le cercle bleu, comportant plusieurs nuances, correspond à l'environnement dans lequel j'évolue et qui m'englobe. Le dégradé matérialise la diminution de mon champ de vision, qui est déterminé par mon point de vue. À l'extérieur de ce cercle, c'est l'espace indéfini du monde. La ligne noire qui est juste au-dessus de l'opérateur représente l'écran de mon smartphone, mon appareil photo. C'est à travers lui que je perçois ce que je vise et ce que je vois. Il est une interface de vision avec laquelle je cadre le paysage face à moi. Je me projette corporellement à travers lui vers l'horizon. Situé entre le corps et le monde, cet appareil que Wilhelm Flusser appelle une black box est un espace interstitiel qui permet qu'ils ne soient pas isolés l'un de l'autre, mais qui au contraire les connecte, intensifie et programme leurs relations. C'est un appareil, un outil qui est adapté à la mobilité. On considère que c'est une prothèse qui prolonge le corps, qui est toujours prête à capter, transformer et diffuser une vision mise en forme par et dans le mouvement. Le deuxième cercle noir correspond à la figure que je choisis comme sujet, comme centre d'attention. Son positionnement est à distance de moi, il est toujours isolé dans le cadre et il crée de la profondeur dans la surface de l'image. Vous pouvez voir en tout petit le phare qui correspond à cette idée de motif. Alors jusqu'ici, je vous parle de ça en partant du principe qu'on s'intéresse aux flèches bleues dans mon schéma qui partent de mon corps vers le visible. Et on n'a pas encore parlé des flèches qui partent de l'horizon et du sujet et qui vont dans ma direction. Ces flèches-là, elles m'intéressent particulièrement pour vérifier chez Merleau-Ponty que le sujet dévoile les moyens, rien que visibles, par lesquels il existe sous nos yeux. Finalement, ces flèches indiquent que le monde se rend lui-même visible et converge vers mon regard à travers l'écran du smartphone. Dans l'ensemble du schéma et du format carré de l'image, on peut voir que le cadre de l'image et les lignes horizontales bleues, qui sont à l'intérieur du champ de vision dans le schéma, finalement sont les moyens de mesurer la spatialité de ma relation de voyant avec le visible. Le carré, qui est un format, vous le verrez, que j'utilise constamment, finalement est à considérer comme un pixel ou comme le carreau de la maison de Jean-Pierre Reynaud, comme une unité. Il est l'unité de ce que mesure mon regard. Il me permet de fragmenter le monde afin que je puisse me l'approprier en ancrant mon passage par et dans l'image. Les lignes à l'intérieur de mon champ de vision permettent quant à elles de mesurer l'espace représenté dans la surface de l'image. Elles marquent les distances en aller-retour entre l'horizon, le sujet et mon regard. Il y a dans le schéma aussi une grille formée de repères jaunes et bleus que vous pouvez voir apparaître. C'est peut-être un détail, mais vous allez voir que ça a de l'importance tout à l'heure quand on parlera d'Instagram. Donc ces lignes jaunes correspondent, si vous voulez, à la grille qui est présente sur l'écran de mon smartphone au moment où je cadre ce que je vois pour prendre la photo. Alors, je m'appuie sur elle pour composer avec les lignes de force et les masses visuelles que j'observe pour construire l'espace du paysage. Les repères bleus correspondent à un découpage par le nombre d'or du format, et je m'en sers aussi pour notamment travailler en post-production pour modifier ou ajouter des éléments dans l'image. Tout ça m'amène à vous montrer, en tout cas l'intérêt pour moi de passer par ce schéma, c'est que l'intégration d'une grille à un appareil de vision, comme dans les perspectographes que vous avez à l'écran, permet à mon regard de se projeter à travers un filtre de perception vers une réalité qui est finalement fictionnalisée, puisqu'elle est mise à distance. Alors ce schéma, il révèle que le mécanisme de l'acte photographique. En vérité, dans le flux de l'action, la perception visuelle stimulée par le paysage est spontanée.
Elle répond à une attirance subjective créée par et pour le visible. La photographie est le réceptacle de cette expérience esthétique de l'évanescence. Une vision fragmentaire de ce que j'ai regardé et vu se laisse entrevoir. C'est finalement la représentation d'un paysage localisé, mais déterritorialisé. À l'instar d'un haïku ou d'une estampe japonaise, elle encode un phénomène éphémère dans l'instantanéité de la vision. Elle donne à voir ce que les Japonais appellent l'image du monde flottant. Si on s'en réfère à Wilhelm Flusser, l'image finalement est un signe, celui d'un état de choses où mon corps, appareillé et immergé dans un phénomène atmosphérique, enregistre une trace de mon point de vue. À l'instar de l'œil, elle connecte l'intérieur et l'extérieur de mon corps. Ce qui est dedans et ce qui est dehors coexistent et transforment l'expérience sensible du monde en une expérience perceptive de soi et en ce qu'appelle Merleau-Ponty en une image auto-figurative. En quelque sorte, je fixe des points de passage par et dans mes images. Ce sont des balises sur la carte de mes expériences du monde. Elles tiennent le rôle de stimuli mémoriels et me renvoient a posteriori à un instant, un espace et un contexte. En plus d'incarner un point de vue, elles sont à la fois des gestes, des vecteurs narratifs, et comme le souligne Serge Tisseron, peuvent constituer un moyen d'être dans le monde en acte ou en image. Conscient d'être là, dans l'acte photographique, je cherche à m'assurer de ma présence dans le monde. Mettre un écran entre le visible et moi-même entraîne une acuité de mon regard et multiplie la regardabilité de ma relation corporelle à l'espace visible. L'interface constituée de l'image-écran interroge le rapport intime du corps à l'espace, même s'il est absent de la photographie. Comme l'explique Jean Baudrillard, l'expérience du monde qui surgit de la réalité devient ainsi un objet visible. Et même si une image ne peut pas remplacer une expérience, on peut tout de même penser que l'ouverture au paysage est simultanément l'ouverture à l'énigme que je suis pour moi-même. Alors voilà, j'espère vous avoir permis de comprendre que mes paysages photographiques sont le reflet d'une autoprésence invisible. Je prends le contre-pied d'un selfie. Les selfies actuellement témoignent d'une ultra-visagéification dans les usages actuels du numérique. Et l'idée, c'est que moi, je n'ai pas besoin de me voir ou de me montrer dans l'image pour activer la mémoire de ma présence dans un lieu. Comme me l'a fait remarquer Vincent lorsqu'on échangeait quelques mails pour préparer cette intervention, c'est plutôt l'inverse. Mon visage est absent de l'image car il est absorbé par l'emphase de mon regard, par le paysage. Alors que les selfies ne prennent sens que par la présence de l'autoportrait intercalé entre l'objectif et le sujet en arrière-plan, eh bien moi j'essaie de prendre le contre-pied de cette codification. C'est pas moi que je montre, mais c'est ce que je regarde. Et pour renforcer la déreprésentation de mon visage, je vide au maximum l'espace figuratif par la mise à distance de l'espace figuré. Il ne reste qu'un non-lieu atmosphérique hors du temps, un silence visuel où un regardeur solitaire a retenu sa respiration le temps d'un acte photographique. Alors c'est bien beau tout ça, mais comme ma collègue l'expliquait, je vous l'ai dit aussi en introduction, l'idée c'est de mettre en scène ces images sur Instagram pour essayer de constituer une autofiction ou quelque chose qui s'approche du récit de soi. Là, je vous ai expliqué finalement ce qui constitue la première phase de mon processus créatif. Parlons maintenant un petit peu de l'idée que j'ai essayé de créer une mise en scène qui interroge la multidimensionnalité des espaces de l'image. Alors, on le sait, Instagram et les réseaux sociaux sont ce que Nicolas Telly appelle des espaces de la web intimité. Et en investissant un espace qui est dans ce registre, mon intention est double. La première, c'est de me raconter en images, en m'inspirant librement des formes artistiques du récit de soi. Et la deuxième, c'est de m'approprier et de révéler les caractéristiques structurelles d'un mur Instagram. Et j'ai mis en place un certain nombre de contraintes qui prennent la forme de déclinaison, des contraintes plastiques et conceptuelles qui impliquent des multiples de 3. Alors l'enjeu de cette deuxième partie de mon intervention, c'est de vous montrer que j'envisage Instagram, en tout cas le mur Instagram,
comme le carton perforé d'un orgue de barbarie, comme une partition ponctuée de notes visuelles qui fredonneraient un air qui serait proche d'une balade autobiographique. Ça fait 6 mois que j'alimente un compte Instagram de paysages, j'essaye de les faire rebondir sur les réseaux. Mais avant de paramétrer mon profil et de publier des images, j'ai passé un peu de temps à essayer de comprendre comment ce réseau social fonctionnait, quels étaient les différents types de contenus qu'on pouvait trouver, quels étaient les codes en vigueur sur ce réseau. Et en fait, j'ai rapidement observé qu'à l'instar du manuscrit Sur la route de Jack Kerouac, et le manuscrit original, qu'il a écrit d'une traite à la machine à écrire sur un rouleau de 36 mètres de long, eh bien, la page d'accueil d'un compte Instagram se déroule également à la verticale. Alors, à la différence du manuscrit de Kerouac, qui est unidirectionnel, comme pour évoquer finalement un aller sans retour vers un territoire d'expérience toujours à l'horizon, et bien sur Instagram, il est possible de faire des allers-retours dans la verticale et de flâner, si vous voulez, en quelque sorte, dans ce que le mur raconte. Un mur Instagram se présente de la manière suivante. Il est constitué d'images miniatures qui sont toujours de format carré et qui s'empilent au fur et à mesure des publications des utilisateurs, par ligne, sur 3 colonnes. On observe qu'il y a de fines marches blanches qui séparent ces miniatures et qui matérialisent une grille. À l'intérieur du cadre de l'écran du smartphone, qui, à mon sens, reste l'interface de prédilection pour consulter et utiliser Instagram, et là, cette grille, elle projette l'espace sur lui-même. Chez certains utilisateurs, cet espace est narratif, et voire même signifiant, dans la mesure où ils essayent de révéler la recherche d'une mise en cohérence de l'ensemble de leurs publications. On parcourt en aller-retour les images présentées, et il me semble qu'émerge une identité visuelle par défilement. Alors on le sait, Nicolas Baude et d'autres parlent d'images instant, qui constituent ce qu'on appelle du storytelling autofictionnel. Mais c'est pas ça qui m'a vraiment intéressé sur Instagram. C'est ce qu'on appelle les instagrids, c'est-à-dire des images qui sont divisées en 3, 6 ou 9 fragments. Et donc ça a vraiment retenu mon attention, puisque ces images fragmentées en unités carrées sont construites par multiples de 3. Il me semble qu'elles habillent et qu'elles habitent la grille. Ce qu'elles représentent intègre et révèle à la fois le support sur lequel elles prennent corps. C'est comme si vous voulez, on était face aux briques d'un mur qui peut être envisagé comme la trame d'une narration fragmentée. Tels les documents présentés dans les vitrines de La vie impossible de Boltanski, les fragments autobiographiques qu'elles représentent s'appréhendent d'abord par l'ensemble qu'ils constituent. Ce n'est qu'en cliquant sur une image que l'on accède aux traces sensibles, la localisation, le titre, le descriptif, les hashtags, etc. Et du coup, qu'on accède à la mémoire qui est associée à ces images. Les éléments de ces récits autofictionnels défilent sur 2 niveaux, de haut en bas, mais aussi d'avant en arrière. Et tout ça à la vitesse des mouvements impulsés par le doigt qui les explore à travers le cadre de l'écran. Comme nous l'avons vu, j'ai intégré l'utilisation de la grille à la prise de vue de mes photographies, processus de post-production. Et donc c'est cet élément, dès le début de ma présence sur Instagram, que j'ai décidé de m'approprier pour mettre en scène la publication de mes images. L'idée est d'installer un prolongement de mes réflexions sur la relation entre le corps et l'espace via un appareillage, à travers l'imbrication de plusieurs séries qui se répondent par module et par séquence. C'est les notions d'empilement, d'alternance, d'alignement, de liaison, de fragmentation et de superposition qui, pour l'instant, m'ont permis de les mettre en œuvre sur cet espace de monstration. Alors, je vous parle très rapidement de la première séquence que j'ai mis en scène sur Instagram. Je n'ai pas envie de me perdre et de vous perdre dans la description trop longue de chaque série, mais je voulais vous en parler quand même, histoire que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc la première séquence, elle est constituée de 3 séries. J'ai choisi des titres en anglais, évidemment pour le côté international du réseau. Ellipsis, en anglais ça veut dire point de suspension, fait référence à une autre œuvre sur laquelle je travaille en ce moment pour la collection 28, dont on a déjà parlé avec mes collègues, qui interroge par un regard croisé la grande vague de Kanagawa d'Okusai. Au-delà de cette œuvre dont on parlera dans des moments informels si ça vous intéresse,
Je voudrais juste vous montrer qu'en fait, ce que j'ai retenu, et ce qui me sert sur Instagram, c'est l'idée que la grille va me permettre de fabriquer des triptyques ou des images avec des multiples de 3 et d'essayer de constituer des signes. Ici, cette série, elle m'intéresse. Ce qui m'intéresse de vous faire comprendre, c'est que ça renvoie à l'idée que le signe point de suspension dans notre langage, c'est l'idée d'un sous-entendu, de quelque chose qui est passé sous silence. Et finalement, elle sollicite l'imaginaire pour représenter le silence. Et donc, souvenons-nous de ce que je vous expliquais dans mon rapport personnel au paysage, mon regard via l'interface. C'est cette idée de la solitude un peu romantique de la figure de l'observateur dans le paysage. Donc cette série, finalement, me sert d'ouverture d'une séquence, et on va le voir, ou vous l'avez vu parce que ça défile à l'écran, d'une espèce de transition, d'une respiration entre deux autres séries qui sont Next Horizon et What's Up. Ok. Rapidement, cette série, on l'a dit, constitue une des méthodologies que j'emploie pour constituer des paysages fictifs. C'est la juxtaposition de 3 photographies qui va générer un nouvel espace, et le placement de la ligne d'horizon, par exemple, je vais essayer de créer une continuité d'un espace pour simuler justement un paysage. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'observer qu'en fait, j'ai appliqué une division de chaque carré par une grille de 9 carrés, de 9 fragments, pour essayer de renfermer l'espace de la grille Instagram sur lui-même et fragmenter ainsi chaque paysage. L'idée, c'est que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand j'étais enfant, je le fais encore, mais voilà, certaines fois où j'ai des jeux, si vous voulez, de contemplation, de regarder un paysage à travers une fenêtre, par exemple, et d'essayer de m'amuser à faire correspondre la ligne de la structure de la fenêtre avec le paysage. Donc cette idée de grille renvoie non seulement à la structure du mur, mais aussi au jeu du regard appareillé. Dans cette série What's Up, j'essaie d'interroger les moyens de transcription de la présence dans le paysage, pour constituer finalement une espèce de portrait d'où je suis absent, mais qui renvoie à une expérience de terrain que j'ai faite. Alors en m'inspirant des travaux de Joseph Kosuth ou d'Amish Fulton, vous voyez, je donne des informations très factuelles et objectives de la géographie de mon point de vue au moment de la prise de vue. L'image centrale du triptyque, composée d'un paysage sur lequel apparaît un hexagramme. Cet hexagramme est obtenu par la consultation du Yiking. Le Yiking, c'est un art divinatoire chinois qui est basé sur le livre des transformations et qui est le fruit d'une sagesse millénaire. Loin de moi l'idée d'être dans l'ésotérisme, mais l'idée c'est de quand même s'appuyer sur un document qui cherche à transcrire symboliquement les états du monde dans leurs mouvements, leurs mutations et la relation qu'ils entretiennent avec l'individu. Donc si vous voulez, l'idée c'est qu'à travers cette série, bon, à droite il y a les données factuelles de chaque hexagramme dans le livre du Viking, mais vraiment ce qui m'intéresse c'est de montrer mon regard, ce que je regarde, et d'évoquer ce que le monde me donne à voir et à penser en fonction de nos états respectifs, de notre échange à l'instant de l'acte photographique. Et en mettant en scène ces 3 séries sous forme de séquences où il est question d'alternance, de séquençage et de liaison, de bien essayer de montrer qu'en fait, finalement, chacune de ces séries est autonome, mais qu'elle correspond bien à l'idée de constituer une image autofigurative de mon rapport à l'espace. Et c'est donc les multiples de 3 et l'utilisation du blanc comme un vide narratif qui fluidifie la relation entre l'œil qui regarde le mur et la main qui fait défiler l'écran. Le défilement en aller-retour du mur, j'espère, n'empêche pas de percevoir la volonté de mise en cohérence de l'ensemble, parce que tout ça devient pour moi, si vous voulez, un paysage, et un paysage interactif. Ensuite, libre à chaque utilisateur de cliquer sur l'image pour accéder à des informations complémentaires, objectives, localisation, date, contexte, etc. Et s'il le fait, j'ai un petit peu comme idée que ça serait comme s'il ouvrait les boîtes métalliques des archives de Christian Boltanski. Il accéderait à des données contextuelles et mémorielles qui compléteraient sa perception du paysage en lui révélant un petit peu de ce que le champ de l'image ne montre pas. Conceptuellement, ce sont des récits autofictionnels
comme je l'ai découvert en analysant des comptes Instagram, qui défilent également sur 2 niveaux, de haut en bas et d'avant en arrière. Pour moi, c'est bien l'ensemble du mur qui constitue l'œuvre. Voilà, alors je vais passer quelques images parce que j'ai pas le temps. L'idée, c'était que cette présentation de ce que contient mon mur ne soit pas seulement descriptive. L'objectif, c'est de vous montrer que son élaboration est un processus en mouvement dans la logique et de lier, dans une pratique mêlant recherche et création, des éléments autobiographiques, phénoménologiques, visuels et conceptuels sur Instagram. Pour moi, le clic photographique et le clic écranique établissent tous deux un rapport corporel au paysage, puisque l'un et l'autre permettent de se projeter vers un espace par une surface. Alors pour conclure, et dans le cadre de notre réflexion sur les formes du portrait à l'ère électronumérique, il semble finalement que le qualificatif d'anti-selfie soit adapté aux images que je produis et que je mets en scène sur Instagram. Quand j'ai répondu à l'appel, je me suis appuyé sur une citation de Pablo Picasso qui dit « Je peins comme d'autres écrivent leur autobiographie. Mes toiles, finies ou non, sont les pages de mon journal. » J'essaye, si vous voulez, modestement, de me projeter dans cette citation de Picasso, dans l'idée que mes images transportent elles aussi un fragment de mon histoire, et c'est bien l'ensemble qui fabrique un récit autobiographique fragmenté. Elles sont à la fois l'incarnation de mon point de vue sur un paysage qui absorbe mon regard et mon visage. Et peut-être seulement pour moi, elles sont un miroir dans lequel je reprends conscience de ma présence dans le monde. Et à ce titre, je voudrais citer le film de Clouzot qui s'appelle « Le mystère Picasso », dans lequel on voit que chaque œuvre renvoie l'image de l'artiste luttant avec lui-même et avec le monde à travers la toile. Et ça me fait penser que mes images, elles aussi, seraient un aller-retour à travers mon œil qui regarde. L'idée, c'est de prendre un contre-pied, c'est de prendre l'ultra-visagérification actuelle et de la mise en scène de soi sur les réseaux, mais pas de manière anodine. Il y a une forme de résistance à des codes sociaux. Je sais pas vous, mais moi, parfois, ça m'exaspère, les selfies. Et donc, du coup, j'essaie de m'écarter de ces pratiques. Mais surtout, en fait, j'aimerais que ce soit un moyen d'interroger les rapports entre les moyens techniques de l'appareillage du regard actuel et les moyens techniques de l'enregistrement de la mobilité dans la société nomade actuelle. Ça fait référence à une discussion que j'ai eue avec Norbert Hiller il y a quelques années au sujet de ces photos mobiles où on se posait ce genre de questions. Et ce qui m'intéresse dans la dernière vignette qui est à l'écran, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, on a même des interfaces de vision dans lesquelles on est soi-même immergé, puisque la Citroën C3 Connected Cam possède un appareil photo sur le rétroviseur. Et donc, j'ai pas pu mettre la pub vidéo, j'en suis désolé, je vous ai fait aussi des captures d'écran, des photogrammes, pour vous montrer que cette voiture, ou dans cette voiture, le personnage photographie ce qui lui fait face par rapport à une expérience de terrain et de mobilité en voiture, et progressivement, au fil de la publicité, va écrire une phrase qu'il envoie image par image à une correspondante qui, on le pense, est son amoureuse, puisqu'il lui demande, vous voyez, à travers une série de photographies, de l'épouser. Donc l'idée, et alors là, j'avais prévu de conclure en vous proposant une approche un peu originale de la question de l'aura. Alors on va voir ce que ça donne par rapport aux discussions qu'on a eues aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que je me pose une question. Dans le contexte des pratiques actuelles des images autofiguratives, est-ce que c'est pas la fluidité des images, André Günther parle de fluidité par rapport à la capacité des images à rebondir sur les réseaux, qui donne aujourd'hui une aura à l'image de soi dans son rapport aux autres et au monde. Voilà, alors souvenons-nous de certains selfies ou alors de la photographie du petit Aylan mort sur une plage de Grèce il y a 2 ans, pour essayer de réfléchir à cette question. La reproductibilité, selon Benjamin, fait perdre l'aura à une image. Mais l'image du petit Aylan, qui a, on va dire, généré un buzz, beaucoup de gens se la sont appropriés pour générer des mèmes et tout ça, a créé une espèce de conscience, de prise de conscience collective assez forte sur des questions d'empathie et de compassion. Et donc c'est pour ça que
est-ce que ce ne serait pas une nouvelle forme d'aura? Alors, j'ouvre la discussion et en fait, d'un côté, j'ai peur parce que je ne sais pas vers quoi ça va nous amener et les questions que vous allez me poser. Mais en tout cas, c'est bien pour moi, si vous voulez, l'idée que de se montrer sur les réseaux, même si le visage est absent, n'empêche pas d'envisager la relation aux autres sous la forme d'un autoportrait où le visage est absent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Une ou deux questions avant la pause, peut-être? Mais pas des grands débats sur l'aura, parce que sinon... Ça m'arrange. J'avais juste une question par rapport au smartphone. Vous décrivez comme un outil qui permet d'augmenter le regard. C'est cette question d'augmentation, d'outils qui révèlent des choses supplémentaires par rapport au paysage. Est-ce que c'est pas plutôt un filtre, ou alors est-ce que c'est cette idée d'augmentation comme au sens cybernétique, l'homme augmenté par ces outils? Est-ce que c'est pas plutôt un filtre, ou est-ce qu'il y a justement un jeu entre cette augmentation et le filtre, un peu comme les filtres qu'on trouve sur Instagram? Oui. Ok. Alors, pour répondre à cette question, je vais citer André Günther. Alors, je le cite implicitement sans le nommer plusieurs fois dans ce que j'ai raconté, puisqu'il explique que l'acte photographique, prendre en photo quelque chose, notamment aujourd'hui avec les smartphones, c'est quelque chose qu'il appelle un intensificateur d'expérience. Alors, c'est quelqu'un qui travaille sur des méthodologies, notamment de sociologie, et il a mené un certain nombre d'enquêtes qui montrent que beaucoup d'entre nous vont photographier un spectacle vivant, par exemple, un match de foot, un concert, ou je sais pas quoi, et qu'on pourrait penser que cet appareil, cette interface qui se situe entre mon regard et ce qui se passe, finalement, me fait perdre le contact direct avec ce qui se passe. Et en fait, il explique justement qu'on a l'impression de s'approprier par l'enregistrement photographique ou vidéo ce qu'on est en train de vivre. Et donc, c'est un intensificateur. Alors, j'ai peut-être employé le terme d'augmentation, mais c'est pas quelque chose qui, pour moi, est une superposition d'images comme on peut le voir en réalité augmentée. Hein, c'est vraiment cette idée de prothèse qui prolonge un sens. Voilà.